À 6h43, c'est l'heure d'Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Et si on se trompait de date, aujourd'hui 8 mai, c'est la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Bruno Foligny, vous êtes historien et directeur de la revue Folle Histoire. Ma question peut paraître curieuse, mais est-ce vraiment le 8 mai que les Allemands ont capitulé ? Alors, les Allemands ont d'abord signé un acte de reddition, de capitulation le 7 mai à Reims. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez à Reims, au lycée Roosevelt, il y a une sorte de musée qui a été aménagé dans cette salle de reddition. Simplement, cet acte, au moment où il est signé à 2h40 du matin, le 7, prévoit la fin des combats pour le 8 à 23h01. Vous voyez, c'est subtil, il y a un petit temps, ce qui est normal, pour que l'information se diffuse et que s'arrêtent les combats. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui est furieux, c'est Staline. Parce que les soviétiques sont très mal représentés à Reims. Il y a certes un général soviétique, mais chef d'une simple mission militaire. Staline, lui, il veut un acte signé à Berlin, où les soviétiques sont déjà, et bien sûr au PC du maréchal Zhukov. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième acte de capitulation qui est signé à Berlin à 23h01 le 8 mai. C'est celui-là qui fait foi. C'est celui-là qui fait foi, avec en 3 langues, allemand, anglais et russe, et ce sont les versions en anglais et en russe qui juridiquement font foi. Au passage, la France est représentée par Delattre de Tassigny, mais il n'y a pas de version française. Et petite subtilité encore, c'est signé à 23h01 heure de Berlin, mais comme il y a un décalage horaire vers l'Est, eh bien, on est déjà le 9 mai. À Moscou, et c'est pourquoi pour les Russes et pour un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, la date n'est pas le 8 mais le 9. Donc vous voyez, c'est un processus. C'est demain que Poutine organise son grand défilé militaire sur la place qui rouge. Sera sans doute le plus grand défilé militaire de l'histoire russo-soviétique, si j'ose dire. Bruno Foligny, on parle de la fin de la guerre en Europe, mais est-ce que ce 8 mai ou aux premières heures du 9 mai, elle est vraiment finie partout, cette Deuxième Guerre mondiale ? Non, elle n'est pas finie partout. D'abord, il faut bien se rendre compte qu'en France même, en France métropolitaine, les Allemands ont conservé des poches. Ils veulent contrôler un certain nombre de ports sur la façade atlantique pour empêcher le ravitaillement des troupes alliées. Et donc, à Lorient, à Saint-Nazaire, à Dunkerque, vous avez des poches allemandes qui ne seront libérées que le 10 mai. Et puis surtout, la France à l'époque, c'est aussi un empire colonial. Alors, il va y avoir d'une part des émeutes à Sétif. Alors là, les Allemands n'y sont pour rien. C'est les nationalistes algériens qui réclament la libération de leur leader Messali Hadj. Les émeutes vont dégénérer. Il va y avoir ensuite une répression féroce, c'est-à-dire qu'on entre tout de suite dans le cycle des guerres coloniales. On a à peine fini la Seconde Guerre mondiale qu'on inaugure ce cycle. C'est-à-dire que le 8 mai, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre guillemets, en tout cas en France, mais c'est le début de la guerre coloniale qui suit, c'est ça ? C'est le début des guerres coloniales. D'abord, il y a l'Algérie, et puis n'oublions pas aussi que la France, elle est présente en Indochine. Et qu'en Asie, la Seconde Guerre mondiale, elle va durer jusqu'en septembre, parce qu'en Indochine, les Japonais se sont imposés à partir de 40. Ils ont pris tous les leviers du pouvoir vers la fin de la guerre. Et les Français, les Britanniques, les Chinois, les Américains, tout le monde intervient. Les combats vont durer jusqu'à la fin août 45. Ça se termine avec les bombes atomiques. C'est ça, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 45 vont amener le Japon à cesser définitivement le combat le 2 septembre 1945. Alors à qui on la doit cette victoire ? Aux Américains, aux Russes, un peu à nous quand même ? On a l'impression qu'avec le temps, chacun réécrit un peu l'histoire à sa sauce. Qui sont les vrais vainqueurs ? C'est classique. Les vainqueurs, ce sont les alliés, ça c'est sûr. L'Allemagne nazie capitule, c'est-à-dire c'est pas un armistice, c'est vraiment une capitulation sans condition. L'Allemagne est occupée, tout le rêve hitlérien s'effondre. Hitler d'ailleurs s'est suicidé dès le 30 avril, c'est-à-dire que pour l'Allemagne, c'est l'amiral Dönitz qui endosse la responsabilité de cette capitulation. La mort, le suicide d'Hitler, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ça. Le 30 avril, pour vous, il n'y a aucun doute possible pour vous l'historien, c'est cette date-là qu'Hitler est mort ? Il y a eu beaucoup d'hypothèses, mais moi, en tant qu'historien, je ne crois qu'aux preuves et aux documents. Donc, j'ai toujours un intérêt pour les légendes, c'est intéressant à étudier. Il y a eu toutes sortes de scénarios, toutes sortes de théories, bien sûr, mais je dirais qu'on a eu la même chose pour Napoléon et que chaque fois qu'un personnage historique comme ça sort de la scène, il a toujours des partisans pour essayer d'imaginer qu'il a survécu de ci, de là. Certains sont prêts à vous dire que Bonaparte est encore vivant en allant par là. En quelque sorte. Là, pour Hitler, il y a des preuves et des documents, puisque vous êtes attaché à ça ? En tout cas, il n'y a
aucune preuve qu'il ait pu être exfiltré d'une manière quelconque et qu'il ait ressurgi quelque part. Ça, c'est vraiment du fantasme. Et puis, surtout, ce qui est certain, c'est qu'il a passé le commandement de l'Allemagne, si vous voulez, à l'amiral de Nice, qui était vraiment son dauphin désigné, et que cet amiral a cherché par tous les moyens à signer la paix le plus vite possible, sachant qu'il n'y avait plus aucune chance pour les nazis de continuer la guerre. Pour vous, le héros emblématique de cette Deuxième Guerre mondiale, c'est qui? C'est Eisenhower? C'est De Gaulle? Non, il n'y a pas un héros. Là, vraiment, jamais une guerre n'a été aussi massive. C'est 20 millions de morts. Ce qui est extraordinaire dans cette guerre, c'est le courage collectif et le fait que vous ayez aussi bien des communistes, des nationalistes, des militaires, des civils, des hommes, des femmes, parfois des adolescents ou des enfants qui aient combattu. C'est ça qui est fou dans la Seconde Guerre mondiale. C'est les dimensions du conflit, son côté, je dirais, cyclopéen et l'engagement de peuples entiers dans ce combat. 20 millions de morts, hein, vous le dites. Bruno Foligny, De Gaulle, Eisenhower, ils s'entendaient bien ces deux-là? C'est compliqué, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire s'entendre? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la date du 8 mai ne plaisait pas à De Gaulle, parce que les Français ne sont là que pour contresigner les actes. Il n'y a pas de version française, je vous l'ai dit. Et puis, pour De Gaulle, les grandes dates, c'est le 11 novembre et c'est le 14 juillet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va mettre du temps à instituer un jour commémoratif férié, le 8 mai. C'est depuis quand ça que... C'est une question de Brigitte sur Europe 1.fr. Depuis quand et pourquoi le 8 mai est-il férié en France? Alors, on a commencé à célébrer le 8 mai dès l'année suivante, dès le premier anniversaire, mais au départ, la loi prévoyait que le 8 mai était célébré s'il tombait un dimanche, et sinon, c'était le dimanche qui suivait le 8 mai. Ça s'explique par le fait aussi que la France, après 1945, était en ruine, et donc il y avait un énorme travail de reconstruction, il n'était pas question de multiplier les jours fériés. À partir de 1953, c'est un jour commémoratif férié. Mais quand De Gaulle revient au pouvoir, et pour les raisons que je vous ai indiquées, ce jour commémoratif est maintenu, mais il n'est plus férié. Et le 8 mai a même failli disparaître en 1975, donc ça peut paraître paradoxal, parce que c'était le 30e anniversaire. Donc le 30e anniversaire a été célébré, mais au nom de l'entente franco-allemande, Valéry Giscard d'Estaing a fait savoir que les années suivantes, eh bien, cette fête aurait vocation à disparaître. Et au contraire, elle a été rétablie après la victoire de la gauche en 81, avec une forte pression des communistes, parce que le 8 mai, c'est pas seulement une victoire de la France ou des Alliés contre l'Allemagne, c'est la victoire contre le nazisme. Et donc, c'est pas incompatible, même avec des sentiments pro-européens. Alors, pourquoi commémore-t-on le 8 mai et le 11 novembre à l'Arc de Triomphe à Paris? Alors, l'Arc de Triomphe, d'abord, c'est le lieu de célébration des victoires des armes françaises, et ça, c'est la volonté de Napoléon après Austerlitz. C'est dès 1806 que commencent les travaux. L'Arc de Triomphe sera terminé 30 ans plus tard. Et puis, surtout, après la Première Guerre mondiale, il y a quelqu'un dont nous connaissons tous le nom sans savoir qui il fut, c'est André Maginot. André Maginot, on connaît son nom à cause de cette désastreuse ligne, mais il n'y est pas pour grand-chose dans cette ligne. Il est mort quand les travaux commencent. La ligne Maginot, c'était une ligne de forteresse qui devait protéger la France et qui n'a servi à rien puisque en 40 les Allemands l'ont contournée. Simplement, on l'a appelé du nom d'André Maginot parce que Maginot, il personnifiait le patriotisme dans les années 20. C'était un de ces députés qui ont combattu au front pendant la Grande Guerre, qui est revenu gravement blessé et qui est devenu le porte-parole des blessés de guerre. En 1920, devenu ministre, il a obtenu que les anciens combattants aient un lieu de rassemblement, cette fameuse flamme du soldat inconnu qu'on a installée assez logiquement sous l'Arc de Triomphe. Et c'est depuis 1920 que les cérémonies de ce type ont lieu à l'Arc de Triomphe devant la flamme. Évidemment, plus le temps passe, Bruno Foligny, moins il y a de témoins directs de toutes ces époques. On a un tweet de Grégory Dufour qui vous demande comment commémorer sans témoins directs, comment donner du sens à ces commémorations. Alors les témoins, c'est une chose, mais c'est vrai que de façon générale, les commémorations sont pas seulement mémorielles, elles peuvent avoir une fonction pédagogique, elles peuvent avoir une fonction, je dirais, de cohésion nationale. Et donc, vous voyez, ce matin, aucun de nous trois n'a vécu ces événements et ça ne nous empêche pas de nous souvenir, c'est important de ne pas oublier, de commenter, de parler, et puis d'analyser aussi quelles furent les causes, quelles furent les conséquences, quelles furent éventuellement les leçons de cette période-là.
période-là, c'est important d'avoir des moments dans l'année pour en parler, tout D'où simplement. l'importance de regarder et le 11 novembre et le 8 mai pour ceux qui aimeraient rapprocher de toi dans une seule date qui serait le Veterans Day, par exemple, comme aux États-Unis. Oui, ce qui a été fait d'une certaine manière, puisqu'il n'y a plus de survivants maintenant de la Première Guerre mondiale, donc le 11 novembre tend à devenir une sorte de D-Day, et ça ne fait pas pour autant disparaître le 8 mai. Je dirais que le regain de préoccupation sur l'antisémitisme donne un relief particulier au 8 mai en tant qu'anniversaire de la victoire sur le nazisme. Souvenons-nous d'où nous venons pour savoir où nous allons. Merci Bruno Foligny d'être venu en direct ce matin sur Europe 1, répondre aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes historien et directeur de la revue Folle Histoire, dont le 3e numéro est en librairie depuis hier, un numéro consacré aux bourdes militaires. Dans une heure à 7h45, Anne Beaumanoir, résistante juste parmi les nations, sera en direct avec nous. Elle viendra nous raconter, nous faire revivre son 8 mai 45 à elle. Merci, bonne journée à vous. Merci.